Alors oui, je suis Rejane Amus-Vallée, je suis professeure à l'université d'Evry Paris-Saclay, spécialisée en sociologie visuelle et filmique, et je m'occupe d'un master de réalisation de films documentaires qui s'appelle le master Images et Société. Qu'est-ce que l'image aide sociétale ? Donc l'image présente aujourd'hui, c'est une évidence, on a des images là, par exemple, nous sommes sous forme d'images, il y a des images partout, on fabrique des images, on regarde des images, les images elles parlent de nous, de notre manière de vivre, de notre manière de penser aussi, donc d'une certaine manière, l'image est le produit de la société et elle-même participe à la vie commune et à la vie en société, donc elle est sociétale, c'est presque un pléonasme. Aujourd'hui, l'étiquette film à effets spéciaux, qui est très utilisée, même si petit à petit elle tombe un peu en désuétude, nous apprend effectivement ce qu'on espère, ou du moins ce qu'on attend du cinéma. Pour une part de la population, le film à effets spéciaux, c'est quelque chose de très positif, et fondamentalement, le cinéma, c'est aussi un art qui sert à prendre du temps, à se divertir, à un peu sortir de nos problèmes quotidiens. Et pour une part, c'est aussi bien que certains films nous proposent en ce moment de détente, tout simplement. Mais d'une certaine manière, le grand débat entre trucs, histoire, effets spéciaux, effets visuels, histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, puisque fondamentalement, ça nous parle aussi du débat entre le fond, la forme, de tout ce que les philosophes ont dit aussi sur les dangers, mais en même temps l'attrait, l'illusion. Donc d'une certaine manière, c'est beaucoup plus profond sur nos attentes cinématographiques. Pourquoi aller voir un film? Qu'est-ce qu'on cherche quand on va voir un film? Qu'est-ce que c'est l'effet spécial par rapport au scénario? Et en quoi, finalement, on a tous en tête une sorte de film idéal ou de film qui nous plaît le plus et qui permet d'être donc discuté à travers cette étiquette. Il y a deux manières de répondre pour aller vite. La première manière, un peu provoque, c'est de dire mais un film à effets spéciaux où justement il n'y a pas beaucoup d'histoire, mais c'est très bien. Parce que ça correspond à un type de besoin. Et après tout, ce qui est assez intéressant au cinéma, c'est qu'on peut très bien passer d'un film très contemplatif, qui nous fait beaucoup réfléchir, à un film avec effets spéciaux où on réfléchit aussi, il ne faut pas croire, mais où on a un moment de détente. Donc d'une certaine manière, en termes provoques, moi je dirais, mais faisons encore plus de films à effets spéciaux qui permettent aussi de répondre à ce besoin. Ça n'exclut pas les autres types de films. Évidemment, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est la richesse, la diversité des films. Et puis, il y a une autre manière de répondre à ça, où effectivement, l'articulation entre à partir de quand les effets spéciaux deviennent tout d'un coup très présents, beaucoup de superviseurs vous diront qu'ils seront déçus qu'on leur dise que le film est un film à effets spéciaux, parce que pour eux, le cœur du métier, c'est d'avoir des effets spéciaux qui servent l'histoire, qui sont là pour permettre à l'histoire d'avancer, qui sont évidemment là pour permettre à l'univers d'exister, pour les effets spectaculaires, et puis tout simplement aussi qui sont là pour permettre au film tout court de se produire quand on a des effets spéciaux imperceptibles qui permettent d'économiser de l'argent, soyons clairs. Donc la question de l'équilibre, c'est une question qui est très ancienne, parce que finalement, il y a toujours eu ce débat, combien d'images on met, quel type de décor, quel type de costume, quel type d'effet, et c'est toujours une vraie complexité. C'est ça la merveille du cinéma, c'est qu'il y a autant de réponses que de cinéastes, voire que de spectateurs. Alors faire reculer la narration, je ne crois pas. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, comme on le voit aujourd'hui avec les effets visuels, on va tester d'autres manières de raconter, alors qui ne sont pas ni meilleures ni moins bonnes, mais qui permettent d'explorer de nouveaux territoires. Clairement, des films aujourd'hui n'auraient pas pu se faire il y a 10 ou 20 ans ou autrement. On aurait dû trouver d'autres manières de représenter l'espace, de représenter... Donc pour moi, la technologie, c'est toujours pareil. C'est comme le fameux stylo. Moi, je peux prendre un stylo, je ne serai pas Proust. La technologie, c'est ce qu'on en fait derrière. Donc de mon point de vue, plus on a d'outils, plus on va pouvoir explorer des territoires et petit à petit avoir toujours ce truc un peu bizarre au cinéma, c'est qu'on va toujours voir un film et qu'il est toujours différent et qu'il faut toujours nous proposer quelque chose de nouveau, quand bien même il y a une part de trame, il y a une part de personnage qu'on a déjà vu parce qu'on n'invente pas tout non plus, mais qu'est-ce que c'est cette quête sans fin? Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive toujours à trouver des histoires et les nouvelles technologies, quel que soit le côté nouveau, nous permettent de prolonger cette quête de l'humanité qui existe bien avant le cinéma. Le matte painting est, de mon point de vue, un endroit assez incroyable où on va pouvoir justement créer des décors de toutes sortes. C'est-à-dire que dans le matte painting, on a à la fois des décors totalement imaginaires et qui sont particulièrement intéressants. Par exemple, Hitchcock, qui utilisait beaucoup de matte painting, ça correspondait tout à fait à sa volonté de créer exactement le palais de son rêve. On prend le palais, on le sort du cerveau d'Hitchcock, on le met grâce au talent des peintres, et en particulier à Blair Whitlock,
qui vont mettre leur grain de sel bien sûr, mais petit à petit ça permet d'avoir exactement le château, le manoir, le paysage issu de l'esprit du spectateur. Donc ce qui est assez incroyable avec le matte painting, c'est que ça nous permet de voyager partout, à la fois dans des univers très réalistes, à la fois dans des univers complètement incroyables, et que le spectateur n'y voit que du feu. C'est assez incroyable d'avoir que ce soit en matte painting traditionnel, la peinture, 1 mètre sur 1 mètre 33, et cette peinture tout d'un coup se transforme en paysage sans qu'on s'en rende compte. Donc je trouve que le matte painting est effectivement tout à fait symptomatique de la beauté des effets au cinéma, c'est-à-dire comment avec finalement assez peu de moyens, même aujourd'hui en numérique, évidemment il y a beaucoup plus d'artistes qui travaillent en digital matte painting, voire en extension de décor aujourd'hui, on dirait plus extension de décor que matte painting dans certains cas, mais ce qui est intéressant c'est voir comment à travers finalement assez peu de moyens, on arrive à éblouir, on arrive à créer des espaces. Et d'une certaine manière, ce qui est assez troublant, c'est que le décor n'est pas fait pour être vu. Si on commence à regarder trop le décor, c'est qu'on s'ennuie et qu'il y a un problème. Et pourtant, il participe de l'action, il participe de l'histoire, et sans décor, on ne fait pas de film. Donc c'est une sorte de paradoxe que je trouve magnifique. C'est à la fois fait pour ne surtout pas être vu, mais quand même un petit peu. C'est à la fois très simple, mais en même temps très complexe. Donc pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce que peut le cinéma. De mon point de vue, l'IA, c'est un outil. C'est un peu comme tous les autres outils, c'est-à-dire comment on va l'utiliser. L'IA ne fait rien par elle-même. Le minimum, c'est un prompt. Le minimum, c'est quelqu'un. Le minimum, c'est une intention, quelle qu'elle soit. Alors, elle peut être bien, et c'est super. Elle peut être moins bien. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA va permettre, comme elle le fait déjà aujourd'hui, à toute une série de personnes d'essayer. Alors évidemment, dans le lot, comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les codes, le résultat n'est pas toujours à la hauteur, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un outil supplémentaire qui change déjà les manières de travailler plus ou moins. Parfois, on utilise moins d'IA qu'on le dit, parce qu'il y a aussi un côté un peu fuite en avant. Tout le monde parle de l'IA, donc il faut qu'on utilise de l'IA quand bien même on n'en utilise pas tant que ça, en particulier l'IA générative. Autant toute la partie technique, oui, l'IA commence à changer un petit peu la manière de faire, autant l'IA générative, bon, dans le cinéma, on teste, on fait des choses, mais c'est quand même, d'une certaine manière, est-ce que ça va remplacer les outils? Pour moi, non. Est-ce que ça va remplacer les humains? Pareil, je pense que pour une part, la question de qui donne les consignes, qui utilise les images et comment on les utilise, l'IA ne va pas nous remplacer complètement. Alors mon conseil, il va être assez classique, mais pour moi, travailler la narration, ça implique déjà de lire, de voir des films. S'il y a bien un conseil que je peux donner, si aujourd'hui, ceux qui vont s'en sortir face à l'IA, pour moi, c'est ceux qui ont justement cette curiosité, cette envie d'aller s'ouvrir, aller regarder des films différents, des séries différentes, sortir un peu de sa zone de confort. Parce que pour moi, évidemment, pour écrire, pour aller dans la narration, on a besoin de se nourrir. Et la nourriture, elle vient du quotidien, bien sûr, de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit dans les actualités. La nourriture, c'est tout ce qu'on voit en termes d'exposition. Donc pour moi, il faut se nourrir pour pouvoir raconter quelque chose. On ne peut pas inventer tout. Ça ne sert à rien, d'autres ont déjà inventé beaucoup de choses. Donc il faut, de mon point de vue, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est vraiment de s'enrichir le plus possible. Alors, le cinéma, depuis qu'il existe, se transforme en permanence, c'est une évidence de dire ça. Ce qui est justement hyper intéressant, c'est quand le cinéma est face à un mur, entre guillemets, ou face à une crise, il se réinvente. Et ce que je n'ai pas la réponse, je n'ai absolument pas la réponse aujourd'hui, mais une chose est sûre, le cinéma va se modifier, va s'adapter. Évidemment, aujourd'hui, la crise des salles, la fréquentation, c'est une vraie question, mais ce n'est pas la première fois qu'on l'a. Déjà dans les années 90, on était vraiment au très très bas de la fréquentation. Le cinéma a su rebondir. Quel va être l'avenir du cinéma? J'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le besoin de raconter des histoires, le besoin d'être ensemble, le besoin d'avoir des films fédérateurs, ça sera toujours là. Donc est-ce que ça passera ailleurs que par une salle? Moi, je pense que la salle a encore un bel avenir, même si elle devra se reconfigurer, mais comme le cinéma l'a fait depuis plus d'un siècle, et c'est tant mieux. Spontanément, je répondrais Citizen Kane. Ce qui n'irait pas vraiment dans la catégorie un peu critique française du film à effets spéciaux, mais pour moi, c'est un des plus beaux films dans l'usage des effets et la manière dont Orson Welles arrive à détourner les effets et à faire un film à effets incroyable, quand bien même on ne se rend pas compte. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ce point de vue-là. Super. Merci infiniment pour cet entretien. Merci à vous.